Depuis l'apparition du Covid-19, eh bien, le monde est entré dans une sorte de branle-bas de combat pour venir à bout de ce virus qui a décimé plusieurs dizaines de personnes. Mais en même temps que le Covid-19 continue de semer du trouble dans le monde, il y a d'autres virus qui existent, qui font du mal, et on a comme l'impression que ces virus ont été mis de côté. C'est aussi vrai pour les autres pays comme pour le Togo, d'où la question de ce jour, le Covid-19 a-t-il fait oublier les autres virus? La question que je pose ce soir à notre invité, docteur Hassan Hamadi. Bonsoir, docteur Hassan. Bonsoir mon frère et bonsoir à tous nos téléspectateurs et à toutes nos téléspectatrices. Merci à vous d'être notre invité. Vous êtes médecin épidémiologiste et également directeur de la lutte contre la maladie et des programmes de santé publique. J'ai envie de commencer d'abord par vous demander, par interroger le médecin épidémiologiste que vous êtes. Il semble se dessiner comme une sorte de victoire sur le virus au Togo. Quand on consulte les chiffres, on est constamment sur la baisse. Est-ce que le médecin épidémiologique que vous êtes fait la même lecture que nous? Oui, tout à fait. Globalement, dans le monde entier, on observe une tendance à une régression nette du nombre de cas confirmés de Covid-19 qui sont détectés. C'est la même tendance qui est observée dans la sous-région ouest africaine et donc aussi chez nous au Togo. Donc depuis quelques semaines déjà, nous assistons donc à cette diminution nette du nombre de cas, et, excepté quelques pays. Oui. Nous avons vu qu'il y a quelques pays en Afrique, il y a une quinzaine de pays qui présentent encore des chiffres élevés et même parfois inquiétants. Mais pour ce qui est de notre pays et des pays voisins, nous sommes dans une décrue vraiment très significative. Mais attention, il est à rappeler que dans la propagation des maladies qui se transmettent d'un homme à un autre homme, à une autre personne, donc on parle de transmission interhumaine. Les maladies à transmission interhumaine ont donc ce caractère-là de faire des pics et de faire des descentes. D'accord? Donc il faut faire attention. C'est vrai que la fin de l'épidémie passera forcément par cette phase de diminution progressive des cas, mais attention, c'est souvent suivi de nouveaux pics qui sont d'ailleurs de plus en plus grands. D'accord? Donc actuellement, le virus est nouveau, nous n'en savons pas trop et nous ne savons pas est-ce que nous sommes vraiment en train d'aller vers la fin, on ne peut l'affirmer, ou bien est-ce que nous sommes en train d'aller vers une nouvelle vague qui va survenir. Donc on ne peut le dire. Alors tout simplement, c'est de rester vigilant, de poursuivre nos actions de riposte et de ne pas dormir sur nos lauriers. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même à cette décrue, même si vous le dites que les virus, dans leur évolution, ont tendance à suivre des courbes de croissance et de décroissance, mais à ce qu'on observe actuellement, est-ce qu'il y a des explications? Est-ce qu'il y a un facteur qui peut expliquer cette décrue-là? Oui, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord la riposte en elle-même. La riposte en elle-même, toutes les actions qui sont mises en œuvre, d'accord, pour couper la transmission du virus, pour couper la propagation de ce virus-là dans les communautés humaines. D'accord, tout ce que nous faisons, le respect, la mise en œuvre des gestes barrières, partout, les dispositions prises pour les regroupements et tout ça, tout ce que nous faisons dans la riposte, et bien sûr la vaccination aussi, qui donc sont des facteurs qui peuvent expliquer aujourd'hui que le nombre de cas diminue. Mais un élément sur lequel on ne peut pas encore totalement avoir des affirmations, c'est l'histoire naturelle du virus lui-même. Oui. D'accord? Et ça, ce sera a posteriori qu'on pourra donc affirmer. Mais, comme je le dis,
toutes les maladies à transmission interhumaine, c'est-à-dire qui se transmettent entre les hommes, entre les humains, ont donc ce caractère-là naturel d'avoir des descentes puis des montées. D'accord? Et donc, actuellement, nous sommes dans une phase de descente. Deux possibilités. Soit nous allons vers l'extinction, ce qu'on ne peut pas encore vraiment dire maintenant. Mais ce qu'on souhaite. Ouais, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que tout le monde voudrait bien. Ou bien que nous évoluons vers tout simplement l'histoire naturelle des virus à transmission interhumaine, ce qui risque d'aboutir à une nouvelle vague. Donc, il faut encore attendre un peu. C'est pourquoi, généralement, dans les épidémies, pour dire qu'il y a fin d'une épidémie, on attend un certain temps, selon chaque germe, selon l'agent pathogène en cause. On attend, généralement, si le virus entre dans un organisme et que la maladie se manifeste après un temps X, par exemple une semaine, d'accord? À partir du dernier cas de la maladie, si on détecte maintenant 0,0, on n'a plus de cas, on va attendre le double de cette période-là qu'on appelle la période d'incubation. C'est-à-dire la période entre l'entrée du virus dans l'organisme et les signes cliniques, c'est-à-dire l'apparition de la maladie chez la personne. Donc on attend le double de cette période-là pour dire, attention, là nous sommes arrivés à la fin. Donc pour le moment, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Il faut vraiment faire très, très, très attention pour ne pas vite crier victoire. Alors, en même temps, dans la lutte contre ce virus, le Covid-19, il y a eu une mobilisation générale à travers le monde. On a compris parce que c'était nouveau, ça a commencé par faire énormément de victimes, mais on a eu comme l'impression que ce virus a accaparé toutes les attentions et que les autres maladies ont quelque peu été négligés. Apparemment, oui. Et je dirais que ce n'est pas faux qu'au début, le monde a été vraiment secoué. Le personnel de santé a eu peur. Les États, tout le monde a eu vraiment peur. Et alors, puisque c'est un nouveau virus, les autres qui sont connus sont déjà en une sorte de maîtrise. Nous savons riposter, nous savons réagir à tout cela. Et donc, une nouvelle maladie qui survient dans une communauté, et tout de suite, on a peur. On voit des morts. Heureusement, l'Afrique n'a pas vécu ce qu'on a vécu en Europe. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit. Si ce virus nous avait frappé autant qu'il a frappé l'Europe, vous imaginez ce que ça pouvait donner. D'accord ? Donc, la peur a fait que le personnel de santé, les systèmes de santé ont été tellement ébranlés qu'il y a eu un frein dans la mise en œuvre des activités de routine, des activités de lutte contre la maladie. Et plusieurs indicateurs de santé ont connu une relative baisse. D'accord ? Avant que très rapidement, avec les données nouvelles obtenues du virus au fur et à mesure, d'accord, la sensibilisation, l'assurance de ce que nous appelons la continuité des services, d'accord, ça a permis donc au personnel de santé de regagner confiance et de reprendre correctement les activités. Donc, ceci dit, tout de suite, l'impression, c'est qu'il y a des virus ou des germes pathogènes qui ont été oubliés. Non. En fait, il faut dire que le système de surveillance épidémiologique qui est mis en œuvre en Afrique, donc au Togo, c'est ce qu'on appelle une stratégie qui a été proposée par l'OMS Afro. L'OMS Afrique, qu'on appelle la stratégie SIMR, c'est-à-dire la surveillance intégrée de la maladie et la riposte. D'accord ? Donc, tout se fait de manière intégrée. On ne prend pas en compte une seule maladie et on laisse les autres. Donc, notre personnel est formé à ce système-là qui est mis en place et que donc, au cours de la consultation habituelle qu'il y a par les cliniciens dans les centres de santé, d'accord, on détecte des cas de manière passive. C'est-à-dire que l'infirmier, la sage-femme, le médecin qui est en consultation habituelle
peut détecter des cas de manière passive. C'est-à-dire, pendant qu'il fait son travail normal d'offrir les soins, il peut détecter des cas à partir d'un certain élément, d'un certain nombre d'éléments qu'on appelle une définition de cas. Une définition de cas, donc, qui permet de regrouper certains signes cliniques qui, lorsqu'ils sont vus, lorsqu'ils sont observés, permettent donc aux prestataires de suspecter la présence d'une maladie qui peut être épidémique. Donc, très rapidement, on a ce système-là qui permet donc de détecter. Ensuite, la deuxième phase, après avoir détecté, c'est de pouvoir signaler, notifier, porter l'information à l'échelon supérieur du système de santé. Vous voyez? Et puis aussi, la troisième fonction, c'est qu'on compte le nombre, on compile ce nombre-là, et on fait une analyse pour voir est-ce que le nombre de ces cas-là que nous sommes en train d'observer est normal. Est-ce que c'est ce qui devrait être observé habituellement ou pas? Est-ce que nous avons dépassé le nombre attendu ou pas? D'accord? On analyse et puis on commence à poser des hypothèses. Sommes-nous en épidémie ou pas? Et quatrième fonction maintenant, dès qu'on suspecte, c'est très rapidement de faire ce qu'on appelle un prélèvement. On prend un échantillon biologique selon la maladie qu'on envoie au laboratoire. Donc, pour certaines maladies, les analyses peuvent être faites sur place, dans le district sanitaire ou à l'hôpital régional, mais pour d'autres, l'échantillon biologique doit être transporté vers l'Institut national d'hygiène qui est à Lomé et dont une succursale est à Kara, qui permet donc de confirmer ou d'infirmer la suspicion. Vous voyez? Donc, parallèlement à la recherche des cas de Covid, il se passe de manière systématique la recherche des autres maladies à potentiel épidémique. Vous voyez? On ne vient pas pour vous rendre compte de tout ce que nous faisons, mais il y a eu des suspicions de cas de fièvre virale hémorragique, c'est-à-dire Lassa. Hein? Et c'est tout à fait normal que un clinicien, devant un malade qui présente des signes de fièvre et qui présente peut-être des signes de saignement, pense au virus Lassa et donc prenne des dispositions adéquates et puis fasse le prélèvement qu'il envoie à l'INH et qu'on lui réponde non, ce n'est pas un vrai cas, ce n'est pas Lassa, c'est négatif. Ou bien qu'on dise que c'est vrai. Parce que ici, la disposition, c'est de pécher plutôt par excès, plutôt que par défaut. Il vaut mieux être plutôt trop prudent que pas assez. Donc, les prestataires sont formés à ça. Nous avons détecté des cas de rougeole. Nous avons détecté, on nous a donné des suspicions de grippe aviaire, par exemple, il n'y a pas longtemps. Quelques jours passés, on a détecté un foyer de grippe aviaire. Vous voyez? Et ceci se fait aussi de manière intégrée aujourd'hui avec les autres secteurs. Donc, l'environnement, l'élevage, donc santé animale, et puis la santé humaine. Aujourd'hui, nous allons tous ensemble dans ce qu'on appelle le concept de une seule santé, un monde, c'est-à-dire le One Health, comme on le dira en anglais. D'accord? Parce que nous avons compris que les maladies animales se transmettent aux hommes. Et aujourd'hui, 80% des épidémies que nous avons sont des maladies qui sont communes aux hommes et aux animaux, qu'on appelle donc des zoonoses. Les zoonoses. Donc c'est ça. Donc si bien que maintenant ce trépied-là, nous sommes ensemble, nous marchons ensemble. D'ailleurs, la preuve, vous avez vu le communiqué signé par les 3 ministres. Donc ça reflète cette démarche-là de One Health que nous avons dans le pays pour pouvoir couvrir tous les risques de santé publique. Vous voyez? Et lorsque quelqu'un qui s'occupe de l'environnement, comment on dirait, les gardes de forêt par exemple, vous voyez, se rend compte ou détecte une mortalité anormale de certains oiseaux, de certains animaux, des biches ou je ne sais pas, des chauves-souris, mais
ce qui a pu tuer ces animaux-là pourrait atteindre l'homme. L'homme. Donc, en proactivité, il doit pouvoir informer aux acteurs de santé humaine, aux acteurs de santé animale, pour qu'on prenne des dispositions. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, dans la zone où on a détecté la grippe aviaire, Oui. on craint la transmission à l'homme. Donc, le personnel de santé est rapidement briefé. Alors, pour dire que s'il détecte un cas de grippe chez un homme, chez un être personne, humain, oui. ils ne vont pas considérer ça de la même façon que en temps habituel. Vous voyez? Donc, voilà comment les trois secteurs fonctionnent ensemble. Et voilà donc les différentes fonctions qui entrent dans le cadre de cette surveillance épidémiologique qui fait en sorte que, de manière intégrée, systématique et continue, on surveille. On surveille et on détecte. Donc, en réalité, c'est vrai que on sent qu'il y a de l'énergie déployée contre Covid, mais en réalité, les autres virus ne sont pas aussi oubliés. Mais je crois savoir que l'OMS, par exemple, avait tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne le virus du sida, par exemple, en disant que, attention, on est un peu trop concentré sur le Covid-19 et que ce virus, il est négligé. Et on a comme l'impression que, oui, vous le dites, il y a une surveillance intégrée de la maladie et de la riposte, mais il y a des failles peut-être quelque part. Oui, comme je le disais, la survenue de cette pandémie a ébranlé nos systèmes, a fait donc, a mis en exergue nos faiblesses. Mais il faut le dire, très rapidement, on s'est récupéré. On s'est récupéré, particulièrement pour ce qui est de l'Afrique. D'ailleurs, c'est, je dirais, hein, si on peut me le permettre ainsi, c'est une chance pour l'Afrique d'avoir eu les cas de Covid-19 après d'autres continents. Oui. Parce que nous avons tiré des leçons. Et ça a permis de limiter les dégâts. Ça a permis de limiter les dégâts parce que très rapidement, on a pu revoir nos systèmes pour pouvoir mener ces actions de riposte-là. Donc, c'est tout à fait normal que l'OMS attire l'attention, puisque à un moment, comme je l'ai dit, on a constaté que certains indicateurs de santé étaient en chute. Donc, il fallait attirer l'attention des systèmes de santé pour que on se réveille. On se réveille. Et donc, par rapport à... Chaque pays a ses maladies prioritaires. Vous voyez, par exemple, au Togo, le VIH, c'est tout un programme. Tout un programme qui s'occupe de ça. Programme national de lutte contre Programme le sida. national de lutte contre le sida. On a aussi le programme national de lutte contre la tuberculose. On a un programme national de lutte contre le paludisme. Donc, pour dire que ces trois maladies-là sont inscrites dans les priorités du pays. Et donc, nous avons tous les partenaires qui nous accompagnent, l'OMS et le Fonds mondial, et d'autres partenaires qui nous accompagnent donc dans la lutte contre ces maladies-là, de manière spécifique. Maintenant, toutes les autres maladies sont regroupées dans un paquet qui est suivi de manière intégrée. De manière intégrée, et c'est ce qui se passe à partir donc de la démarche que je venais donc de décrire. Donc, apparemment, puisque la communication autour de la Covid-19 a pris le dessus sur les autres maladies, ça a tout de suite donné l'impression que rien d'autre n'est fait sur les autres maladies. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe dans le système de santé. Nous, étant acteurs et étant donc dans ce système-là, nous savons très bien que nous veillons au grain, nous suivons toutes les maladies. Mais est-ce que, c'est vrai, vous surveillez toutes les maladies? J'ai donné l'exemple du sida. On sait que c'est un programme qui s'en occupe, tout comme le paludisme et la tuberculose et autres. Mais est-ce que, parce qu'aujourd'hui, on a vu une forte mobilisation financière aussi pour venir à bout du Covid-19, est-ce que la surveillance pour les autres virus, les autres maladies, reçoit toujours le même financement qu'avant? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, il y a des partenaires qui sont fixés sur certaines maladies. Vous voyez? Et ça ne change pas. Et puis la maladie est arrivée quand il y avait déjà des plans d'action qui étaient définis dans la lutte contre toutes les autres maladies. Donc ça n'a pas changé. C'est vrai que l'énergie déployée aujourd'hui,
se tournent vers Covid, mais c'est pour permettre justement de pouvoir faire la paix sanitaire et continuer la lutte habituelle. Vous voyez? Donc, en réalité, ce n'est pas une réduction, il n'y a pas une réduction des efforts sur les autres, contre les autres maladies, mais il y a plutôt une sorte de mise en vue, de mise en premier plan de Covid-19 qui cache un peu ce qui se passe sur les autres maladies. Est-ce que bon, c'est vrai qu'on reste très prudent sur le terrain de la lutte contre le Covid-19. On ne crie pas victoire parce que les cas sont en décrue et on reste extrêmement vigilant. Mais est-ce que vous ne pensez pas, parce que c'est ce qui se dit, hein, j'écoutais il y a quelques jours encore le professeur Iou, qui disait que quand on vient au CHR Lomé Commune actuellement, il y a plus de médecins que de patients, parce qu'il y a pratiquement plus de patients. Beaucoup disent, mais alors, pourquoi on ne remet pas, par exemple, on ne réhabilite pas cet hôpital, puisqu'on n'a plus besoin de ce cas, et qu'il y a les anciennes maladies qui continuent pour que les gens aient ce lieu-là à nouveau pour se soigner? Non, on ne peut pas encore dire que nous sommes à la fin de Covid-19. On est loin de là. Et donc, il faut être en expectative. Dans la lutte contre les maladies à potentiel épidémique, il y a ce qu'on appelle la phase de la préparation. On se prépare et on attend. Et on attend. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de cas qu'il ne faut pas être prêt à lutter contre d'éventuels cas. Vous voyez, nous n'avons pas de cas de virus hémorragique, de Lassa, mais notre système est prêt. Notre système est prêt au cas où. Nous n'avons pas actuellement des cas de choléra, mais notre système est prêt. Ouais? Donc, on ne peut pas tout de suite dire il n'y a plus de cas de Covid-19, alors fermez la page, ouvrons pour d'autres. Non. On ne sait pas. Personne n'a un appareil pour mesurer la vitesse d'arrivée d'un virus, d'un germe. On ne sait pas quand ça va revenir ou pas, on ne sait pas. Donc, il vaut mieux, d'ailleurs, et c'est ce qui est recommandé, investir beaucoup plus dans la préparation. Mieux les pays sont préparés, mieux les systèmes de santé sont préparés à lutter contre une éventuelle épidémie, mieux on réussit la riposte au cas où ça arrivait. Vous voyez, la différence entre les maladies, c'est les germes en cause. Alors que la différence entre les germes en cause, c'est leur capacité à se transmettre. Oui. Vous voyez, leur capacité à se transmettre, donc à causer la maladie, leur capacité à causer des décès, la létalité. Vous voyez? Alors, imaginez un cas d'Ebola. Un cas de virus Ebola déploierait beaucoup plus d'énergie que tout ce qu'on fait peut-être contre, je ne sais pas, la Covid-19 ou d'autres. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée? Oui, la vitesse de circulation est beaucoup plus... Et puis la létalité, non seulement la vitesse de circulation, mais la létalité. Ça tue Ebola. Ebola, c'est minimum 50% de morts parmi les cas. Ouais? C'est-à-dire que si vous avez 100 cas, vous avez le nombre de morts, c'est au moins 50 qu'il faut attendre. Sinon, 90 sur 100. Ça tue vite et ça va vite. Et c'est en fonction de ça que les systèmes réagissent aux maladies. Ouais? Par exemple, nous prenons le paludisme. C'est un problème de santé publique pour nous, dans notre pays. C'est une maladie prioritaire pour laquelle un système de lutte est mis en place à travers le programme national de lutte contre le paludisme. D'accord? Mais on sait comment est-ce que le germe du paludisme circule. On sait comment on lutte. On a mis en place beaucoup de choses, des campagnes de distribution de moustiquaires, le traitement gratuit pour les femmes enceintes, le traitement gratuit dans les centres de santé, la mise en place des tests de diagnostic rapide, etc., etc. On a mis plein de paquets pour lutter contre le paludisme. D'accord? C'est vrai que ça ne se sent pas. Oui. Ouais? Par rapport à ce qu'on fait avec Covid-19. Donc, connaissant comment est-ce que cette maladie circule dans la communauté et les efforts qui sont déployés contre, vous voyez, on fait attention.
On fait attention parce que si c'est Ebola, ça va aller plus vite et ça va tuer beaucoup plus vite. Donc, en ce moment, l'énergie qu'il faut déployer doit être adaptée au risque. Donc, c'est ça qui fait que parfois les gens ont l'impression que non, on ne fait pas beaucoup plus ici, on en fait moins là. Non. Tout dépend des priorités. Tout dépend des priorités. On ne lutte pas contre une maladie qui n'existe pas. Vous voyez? Si on prend la question qui revenait souvent, la question de la circulation, des accidents de la circulation, mais les gens le savent. On fait beaucoup, on sensibilise. De manière multisectorielle, on agit sur les accidents de la circulation. Vous voyez? Mais le nombre d'accidents qui surviennent ne change pas brusquement comme changerait le nombre de cas de Covid-19 ou de cas d'Ebola, ou etc. Ouais? Donc, en ce moment, on mesure la façon d'intervenir. Et il y a plusieurs éléments à la fois sur lesquels il faut agir. Donc, ceci appelle les différents gouvernements à être rationnels, les différents systèmes de santé à être rationnels pour savoir utiliser leurs énergies dans la lutte contre la maladie. Docteur Hassan Hamadi, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci à vous d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous, merci à tous nos téléspectateurs et à toutes nos téléspectatrices. Encore une fois, je voudrais demander à tout le monde de rester en confiance et de savoir qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui se battent jour et nuit pour notre bien-être, pour améliorer notre état de santé. Et donc de faire attention aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et aussi félicitations pour tout ce que vous faites. Vous êtes médecin épidémiologiste et directeur de la lutte contre la maladie et des programmes de santé publique par intérim. Voilà tout de suite la pause et une dizaine de minutes après, nous reviendrons pour Regard croisé.